Voilà, pour un florilège aussi de petites phrases recueillies à différentes sources. Féminisme rayonnant, combat jubilatoire contre les tabous, on vient d'en parler. La rousse la plus célèbre de la littérature française, selon France 3, actualité nationale. Romancière célèbre avec un ton très libre, voire libertin, ce qui est extrêmement discutable également. Elle avait décidé de se venger dans le même documentaire. Elle continue de provoquer par une centaine d'ouvrages érotiques. C'est une provocatrice, elle ne se décourage pas, bien au contraire, toujours le même documentaire. Vie privée à rebondissement. Oui, bon. Voilà, oui et non. Très connoté, non? Oui, non, c'est très, oui, c'est très connoté. Oui, parce que je dirais pas non plus à rebondissement, évidemment, peut-être comme ça, de l'extérieur, mais Régine était la sincérité même, et donc, voilà, elle a fait plusieurs rencontres, elle a eu des enfants avec des gens différents, elle n'avait pas de... Elle n'avait aucun préjugé, aucun a priori, et elle était curieuse, comme je l'ai dit, elle allait vers les autres, elle était aussi extrêmement réceptive, et quand quelque chose se passait entre deux personnes, elle ne le refoulait pas pour des raisons, je ne sais pas, morales, sociétales, etc. Elle vivait la vie qui se présentait à elle. Est-ce que le désir était son moteur, finalement? Est-ce que c'est pas le désir qui était son moteur profond? C'était un moteur. Et son combat. Elle avait un appétit de vivre, dans ce sens-là, oui. Et elle était boulimique pour ce qui est de la lecture, comme l'a dit Camille, pour ce qui est de la documentation, pour ce qui est de l'écriture, pour ce qui est des rencontres. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'appétit, d'appétence pour la vie. Mais le désir n'était qu'un moteur parmi d'autres, je crois vraiment. Moi, je dirais, si on voulait résumer ma mère très très rapidement, c'était une femme libre, c'était une battante, et ne pas oublier aussi que c'était une femme manuelle qui adorait faire la cuisine, qui avait son brevet de relieuse, qui savait faire de l'encadrement. C'était une brodeuse, c'est elle qui a relancé le point de croix avec sa copine Geneviève Dorman. Et elle était, elle avait besoin c'était une manuelle et elle aimait bien toucher les choses, les gens, les arbres et tout. Enfin, c'était quelqu'un de multiple. Alors, pour être touché à notre tour, je propose à Clara de lire la fin des mémoires de Régine de Forges, l'enfant du 15 août. Ouf, je vois le bout de ces mémoires qui m'ont donné tant de mal. Si j'avais su que l'écriture de ce livre me ferait autant souffrir, jamais je ne me serais lancée dans cette aventure. En écrivant péniblement chaque jour, j'ai tout revu, tout. Mes déceptions, mes chagrins et surtout mes peurs. Je crois, est-ce une impression, avoir toujours vécu dans la peur. Et pourtant, que de fois je me suis lancée tête baissée contre des murs de haine, d'ignorance et de mépris. Plus j'ai avancé dans l'histoire de ma vie, plus l'inanité de ce livre m'est apparue. À quoi bon raconter tout ça? Cependant, comment ne pas reconnaître la suite incroyable de chances qui ont jalonné la vie de la petite provinciale que j'étais? Je dois retrouver l'énergie des commencements, le désir de comprendre les fonctionnements du corps et de l'âme, du bien et du mal, le pourquoi de l'amour et de son absence. Je veux sentir la vie circuler en moi, sa puissance créative, ces élans qui nous poussent vers des contrées inconnues, des êtres nouveaux, des défis intimes, le regard tourné vers l'avenir, un avenir rayonnant, un avenir plein de livres à venir, à lire ou à écrire. En ce moment, je suis plongée dans une sorte de brouillard, dans lequel je ne sais pas où diriger mes pas. Je me répète, c'est toi la plus forte. Tu sortiras vainqueur de cette lutte contre ces maux divers qui t'attaquent de toutes parts. N'y pense pas. Regarde droit devant toi. Mais le brouillard? Ne sois pas impatiente. Il va se dissiper. Regarde au loin cette lueur. Tu la vois? Oui. Elle annonce le retour des beaux jours. Tu crois? Oui.
Regarde le brouillard s'enfuir, le ciel envahi de lumière. Entends ses rires, vois ses mains qui se tendent vers toi, ses sourires et ses visages souriants. Amis, poètes, amants, ils sont tous tournés vers toi. Réponds à leur sourire, à leur attente. Comment, malgré mon désarroi, ne pas dire merci à la vie qui m'a tant gâtée, m'a permis d'échapper à cette petite ville de province qui me semblait une prison pour m'ouvrir les portes de Paris dont je rêvais, où je suis devenue libraire, éditeur, puis écrivain, où des hommes et des femmes m'ont tendu la main, où j'ai rencontré l'homme que j'aime, où mes enfants sont nés. Paris qui s'est offerte à moi et moi à lui dans une harmonie totale, irréelle et magique. Je compte sur cette ville pour me sortir de ce marasme qui me paralyse depuis des mois et sur le printemps qui tarde à venir. Les amours anciennes reviennent en mémoire avec leurs caresses, leurs baisers, ce désir qui nous inonde. Il semble que c'était hier. Que soient bénis nos amants, ceux d'une nuit, ceux d'un mois, ceux de toujours, ceux qui ont su nous transporter hors de nous-mêmes, nous faire atteindre ce plaisir sans égal qui donne envie de dire merci. Oui, merci de ce cadeau inouï, la vie. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Gérard. Dans Régis Deforges, écrivain populaire, je pense que cela est lié au fait qu'il y a toute une part donc, du cycle inauguré par la bicyclette bleue qui est foncièrement patriotique. Ce qui est dit de la guerre d'Indochine, ce qui est dit de la guerre d'Algérie, des officiers félons qui se sont dressés contre De Gaulle. Et tout cela participe d'une certaine idée de la France, d'ailleurs qui est portée par une partie des électeurs, des électeurs aujourd'hui, ce qui n'est pas un mince drame. Donc cette dimension patriotique, elle peut être reçue par certains comme très largement nationaliste. Et c'est ce qui m'a embarrassé, moi, à la lecture de cette série. C'est cette dimension patriotique. Des héros positifs, mais qui sont embarqués dans des histoires, mais simplement d'un point de vue français, d'un point de vue national français. Pour moi, qui suis né au Maroc, qui suis un maghrébin, eh bien, j'ai trouvé que justement, ce qui a été dit de l'Algérie, ne laissait guère de place, en fait, du point de vue de ceux qui étaient les natifs là-bas, qui auraient mérité d'être davantage écoutés. Mais j'excuse ça très volontiers, effectivement. C'est une Française ancrée dans la France, dans une province, et qu'elle a su construire quelque chose de très fort. Et du coup, je rebondis, effectivement, c'est un écrivain authentiquement populaire, parce qu'il est foncièrement patriotique, comme Jules Verne est foncièrement un écrivain populaire, parce que c'est un grand patriote. Voilà, est-ce que vous me rejoignez dans ma perception en tant que lecteur? Voilà ma question. Alors j'ai un petit peu de mal. Alors oui, ma mère était patriote, ça c'est sûr. Elle adorait le drapeau français, elle adorait chanter la Marseillaise et tout, mais elle était absolument pas nationaliste. Et les idées, si vous voulez, du Rassemblement national lui donnaient envie de vomir, ça que ce soit bien clair. Elle n'était pas colonialiste non plus, et quand elle parle de l'Indochine et de l'Algérie, c'est pas pour dire la présence française était formidable, ils ont fait tant de bien. Elle s'intéressait aux indépendances, et aux indépendances des pays où elle allait pour se documenter sur ses livres. Alors oui, populaire, pour elle c'était un compliment et c'était vrai, mais qui dit populaire ne veut pas dire nationaliste, et encore moins du Rassemblement national et tout, parce que je peux vous dire que si elle était là, elle aurait été manifestée contre le Rassemblement national, et ma mère était de gauche depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec votre analyse, mais que je respecte évidemment.
Non, Régine était une femme française, elle n'a jamais perdu ça de vue, elle n'a jamais renié sa culture, y compris à un moment où c'était un peu à la mode, après 68, etc., on mettait moins en avant ces questions de patrie. Elle a été très impressionnée, par exemple, par le discours du général de Gaulle au moment de la libération. Mais son point de vue, y compris sur l'Indochine, sur l'Algérie, ce dont vous parliez, c'est en effet le point de vue d'une petite fille française qui a été nourrie par cette culture-là, mais elle avait toujours la curiosité, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et qui lui donnait, me semble-t-il, enfin moi je le perçois comme ça, une distance par rapport à ça. Elle savait d'où elle parlait, mais elle s'intéressait aux autres points de vue, elle essayait d'y aller voir. Elle était, d'ailleurs son intérêt, là c'est l'un des derniers volumes de la saga, mais son intérêt pour Cuba, il y a eu d'autres livres d'ailleurs, elle était aussi toujours du côté des révolutionnaires, toujours du côté de ceux qui voulaient faire bouger les choses, qui voulaient les faire aller vers davantage de liberté. Voilà, donc c'est un... Mais Régine Deforges est une femme complexe, multiple, comme l'a dit Camille, et ça vaut aussi pour son regard sur l'histoire, son regard sur le monde. De même qu'elle n'était pas loin s'en faut une grenouille de bénitier, c'est parce que je décline un peu des paradoxes chez Régine. Chaque fois que nous passions devant une église, que ce soit à pied ou en voiture, il fallait que je m'arrête ou que je l'accompagne parce qu'elle rentrait dans l'église pour mettre un cierge, alors qu'elle bouffait du curé toute la journée. Donc voilà, Régine Deforges est un personnage comme ça, protéiforme, toujours surprenant, et c'est aussi évidemment une forme de richesse. Les gens disent mais comment peut-on publier Le Conte d'Irène et relancer Le Point de Croix, vous voyez, enfin, voilà, c'est quelqu'un comme ça. C'est comme je sais pas, une sorte de kaléidoscope. C'était quelqu'un avec de très nombreuses facettes, mais pour autant, toutes ces facettes qui de l'extérieur peuvent sembler parfois, je ne sais pas, contradictoires ou paradoxales, ça faisait bien une seule et même personne, et une personne construite, solide et entière. Pour reprendre une phrase de Geneviève Fraisse, philosophe féministe hier, elle disait qu'il faut habiter, enfin, même si ce n'était pas présenté comme une injonction, la contradiction. Savoir habiter la contradiction, savoir habiter l'ambivalence. Et elle le reconnaissait elle-même. Parfois, quand on s'accrochait, comme je disais tout à l'heure, tout ça très amicalement et respectueusement, mais Pierre Faragine, vous ne pouvez pas me dire ça, vous m'avez dit il y a 2 jours que, etc., etc. Eh bien si, il va falloir vous y faire, je pense les deux. Voilà. Oui, Jean. Oui, mon intervention était un compliment, parce que c'est une romancière populaire en France et légitimement patriote, de la même façon que vous avez des écrivains algériens qui ont évoqué l'histoire de l'Algérie du point de vue du FLN, ce sont d'authentiques patriotes. C'est un compliment. Je ne l'ai pas du tout associé à un quelconque parti d'extrême droite. Je trouve que, justement, toute une partie de l'intelligentsia française n'est pas assez attentive à la production populaire, nationale, pour ce qui est de la France. Et de ce point de vue-là, Régine Deforges a joué un rôle important parce qu'elle s'est appropriée l'histoire d'un pays, la France, sur des décennies. Parce que justement, ce qui est dit de l'Algérie, il faut quand même se représenter pour que des individus qui étaient des Français de France étaient contraints à un service militaire dans un pays dont on disait qu'il ne s'inscrivait pas dans un processus d'indépendance nationale. Les gens ont leur menté ici. Eh bien, le fait qu'elle ait évoqué ce moment de l'histoire nationale, c'est bien pour des lecteurs de tous âges qui s'approprient un pan de l'histoire nationale. De la même l'Indochine, où il n'y avait pas d'armée de contingent, ce n'était que des professionnels. Mais parmi ceux qui étaient en Indochine, vous aviez des coloniaux
qui étaient des individus qui étaient algériens, qui sont devenus d'ailleurs des combattants du FLN. Et c'est pour ça que il ne faut pas se perdre. Quand je dis que c'est un écrivain populaire, donc patriote, c'est un compliment. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des commentaires? Moi, en fait, je me posais la question sur les histoires de censure, en fait. Parce que, censuré par Charles Pasqua, par exemple, alors, je pense qu'il y a des stratégies pour les écrivains pour arriver à s'exprimer en contournant la censure. On utilise des mots à double sens. La Fontaine, il transforme des gens en animaux. Enfin, voilà. Mais par rapport à la censure maintenant qui est à l'œuvre, qui vient des réseaux sociaux, là, alors quelle serait, justement, pareil, vous étiez attristé par ça, mais je comprends, parce que quelle stratégie on pourrait mettre en place pour s'exprimer quand même en contournant cette forme de censure, du coup vous me posez cette question. Écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas très doué pour les contournements comme ça. Donc moi je continue de dire ce que je pense et d'écrire ce que j'ai envie d'écrire. Alors la difficulté, c'est que quand on écrit ce qu'on a envie d'écrire, on a du mal à trouver des éditeurs pour le publier aujourd'hui, vraiment. Simplement, il y a ce principe de précaution qui est une expression que je déteste par-dessus tout, c'est-à-dire que on ne sait pas si peut-être ça peut heurter tel ou tel. Alexandra aussi en a parlé. Alors donc il faut continuer. Moi je continue à écrire les mêmes choses. Je ne pèse pas un mot. Enfin je le pèse pour des raisons que je crois, en tout cas littéraires, mais pas pour des questions morales ou sociétales. Ces textes se trouvent publiés de manière plus confidentielle dans des revues, souvent des revues littéraires. Et aussi chez de petits éditeurs. J'ai quand même, j'essaie de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il y a je crois, un vivier de jeunes éditeurs qui ont à nouveau, là, je sens, de l'audace, du courage, qui disent bon, on publie, on verra bien, etc., etc., et qui se réclament justement de leurs prédécesseurs. La censure a toujours existé, donc certains résistent. Mais c'est vrai que les grosses maisons, Gallimard, Grasset, etc., ne publient plus rien qui pourrait heurter, qui pourrait déranger. Et même des titres qui sont dans le patrimoine littéraire sont progressivement et subrepticement écartés. Je sais pas, je pense à Paul Morand, à des gens comme ça, où il y a eu aussi ces reculades à propos de Céline. Enfin, on n'ose plus publier quelque chose qui est de nature à déranger quiconque. Mais est-ce que ce n'est pas le rôle de l'art et le rôle de la littérature que de déranger, que de transgresser, que de faire avancer les choses? Moi, c'est évidemment ce que je pense. Moi, je ne crois pas du tout trahir Régine. Je pense qu'elle aurait dit la même chose. La littérature est là pour déranger, et là, nous sommes très étrangement, enfin la littérature et les autres formes d'expression artistique, et là on est dans un moment où il faudrait que l'art, l'expression soit conforme à la société, et c'est, à mon sens, on marche sur la tête, c'est évidemment le contraire. Mais... Donc il y a des écrivains qui se plient à ces exigences, qui acceptent de revoir un texte, de prendre en compte les avis du service juridique de la maison d'édition et qui gomment tout ce qu'il faut gommer. Il y a ceux qui s'y refusent. Moi, je suis plutôt de ce côté-là, mais en effet, ça veut dire un peu un enterrement de première classe. On n'a plus la visibilité. De mon point de vue, on est dans une période sombre, dans une période de régression. Juste, j'aimerais vous dire, parce que ça répond à votre question en partie. En tout cas, Antoine Blondin avait envoyé ce mot à Régine Deforge. Je pense que la censure est une injure personnelle, car le fait même de peindre, de sculpter ou d'écrire implique une telle retenue que venir nous dire par la suite ou nous imposer un quelconque diktat revient à se substituer à nous, qui sommes assez attentifs pour savoir ce qui peut choquer le bon sens, le bon goût et nos mères. L'autocensure, passez-moi l'expression, est le premier devoir d'un artiste.
Faites en sorte que ce ne soit pas le dernier, ou alors venez fouiller dans nos corbeilles à papier. Je rejoins votre intervention. Effectivement, il y a des petits éditeurs qui sauvent en fait des écrivains. Il y a parce que bon, Morand, c'est parce qu'il a eu un positionnement idéologique qui fait que le général de Gaulle était hostile à son entrée à l'Académie française. Donc, la mauvaise humeur du général de Gaulle était quelque peu légitime par rapport au positionnement de Morand pendant la Seconde Guerre mondiale, et en particulier vis-à-vis des Juifs. Mais il y a aussi des auteurs qui ont été importants et qui ne sont pas concernés par des polémiques politiques ou autres, mais qui disparaissent. Par exemple, Boislèvre, qui est un écrivain sans doute modeste mais de qualité. Ben, c'est une petite maison d'édition qui s'appelle la Guépine, qui est installée à Loches, qui publie Boislèvre, et qui était autrefois en 10-18. Oui, mais ça, vous savez, il y a toujours des va-et-vient comme ça aussi. Il y a des va-et-vient, il y a des moments de purgatoire, des écrivains extrêmement célèbres qui disparaissent, certains reviennent, d'autres pas. Ça, je crois que ça a toujours été le cas. Là, ce qui se passe, me semble-t-il, est d'une autre nature. On aimerait que les artistes rentrent dans le rang et obéissent à cette injonction qui nous est faite à tous de choisir notre camp, d'être d'un côté ou de l'autre, de ne jamais être transgressif, jamais transversal, jamais. Et c'est ça que je trouve moi extrêmement préoccupant, et ça vaut pour le cinéma, quand vous passez devant les commissions d'avance sur recette, vous n'avez pas d'argent, si la moindre chose dépasse, etc. Et donc voilà. Et ça vaut pour le milieu scolaire, puisque de plus en plus, les enseignants et les enseignantes se sentent obligés de ne pas travailler sur certains textes littéraires, d'éviter d'enseigner certaines chansons, certains éléments de la culture classique pour ménager aussi les sensibilités. Il y a aussi cette nouvelle forme de censure que les enseignants s'imposent à eux-mêmes pour ménager leurs élèves. Et les familles aussi, il y a aussi cette nouvelle forme de censure. C'est un peu le règne de la peur, enfin, généralisé en tout cas, me semble-t-il. Et Régine Deforges, pour revenir à elle, elle aussi, elle a eu peur à certains moments. Elle avait vraiment peur, mais elle considérait que la peur n'était pas un motif suffisant pour arrêter de mener le combat qu'on avait à mener. Et il y a des combats qu'elle a menés, la peur au ventre. Elle m'a raconté comment elle a été malade au tribunal, physiquement malade. Mais elle soutenait, mais elle se battait, et elle avait honte, elle se sentait coupable d'avoir peur. Elle était sincère et honnête, donc elle disait « j'ai peur, j'éprouve de la peur », c'est vrai, elle ne roulait pas des mécaniques. Mais ce n'est pas une raison. Il faut continuer. Et pour moi, c'est une leçon, pas seulement littéraire, c'est une leçon de vie. Et de ce point de vue, je lui dois beaucoup, je lui sais gré de ça. Ça serait le message d'émancipation à retenir, selon vous? Avancer malgré les peurs? Oui. Oui. On l'a dit ensemble. Et les obstacles? C'est ça. Quel message vous souhaitez? Il y a les jeunes générations qui sont représentées. Quel message retenir? Effectivement, avancer malgré les peurs, rester debout, rester droit et aller jusqu'au bout de ses rêves, de ses ambitions, ne jamais baisser les bras. Et Régine, c'est une anecdote, mais dans des moments de doute, parce que c'était pas une machine, un robot, etc. Donc elle avait peur, elle avait des doutes aussi. Et quand elle était tellement agressée pour telle ou telle autre raison, évidemment qu'elle vacillait, évidemment qu'elle s'interrogeait, etc. Et elle m'avait raconté à plusieurs reprises, elle disait, quand ça allait trop mal, devant mon miroir le matin, que j'avais été tellement insulté, menacé, condamné, etc., je me disais toujours, ma fille, en se regardant dans le miroir, bon, mais est-ce que entre toi et toi, ça va? Entre le reflet dans le miroir, etc. Et si la réponse était oui, alors on continue.
Merci. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à